bienvenue sur la chaîne Pro Épanoui. Alors, deux choses. Premièrement, abonne-toi et active les notifications. Deuxièmement, si tu traverses une difficulté particulière, tu stagnes professionnellement, tu n'arrives plus à avancer, on appelle ça souvent un plafond de verre, ou alors tu n'es pas satisfait de ton salaire, tu n'es pas à l'aise par rapport à ton identité dans un cadre professionnel, tu cherches le sens de ton travail, tu manques de leadership. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé par rapport à ce que tu traverses, je serais ravie de t'aider. Et tu as juste à t'inscrire sur le lien, le formulaire en bas d'infos et à choisir la date qui te convient en fonction des disponibilités du calendrier. Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pro Épanoui. Je suis très enchantée aujourd'hui d'interviewer Aïcha Nono, qui travaille comme Senior Investment Officer à la BAD, la Banque africaine de développement. Je pense que pour la plupart, vous connaissez très bien. Et je me suis dit que ce sujet pouvait être très intéressant pour vous et que ça pourrait être même le début d'une petite série sur le travail en Afrique, parce que beaucoup d'entre vous se questionnent peut-être sur comment est-ce que je pourrais être plus utile pour le développement de mon continent. Qu'est-ce que je peux faire si je fais des études en Europe ou si je travaille déjà en Europe? Comment est-ce que je peux faire pour accrocher un poste en Afrique, dans un pays africain? Donc, j'espère que vous aurez toutes vos réponses aujourd'hui au cours de cet épisode. Donc, restez jusqu'à la fin et c'est parti. On va faire un petit coucou à Aïcha qui est connectée depuis Abidjan. Coucou Aïcha. Coucou Lolita, merci de m'avoir invitée. Le plaisir est le mien. C'est moi qui te remercie pour ta disponibilité. Voilà, on va essayer d'enregistrer tout ça à distance. Vive la technologie. Je vais te laisser la parole pour que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours académique, professionnel, etc. Très bien, merci Lolita. Donc, Aïcha Nono, comme tu l'as très bien dit en introduction, je suis Senior Investment Officer à la Banque africaine de développement à Abidjan. Je suis camerounaise. J'ai grandi et je suis restée au Cameroun à Yaoundé jusqu'à mon baccalauréat. Et ensuite, je suis allée en France pour effectuer mes études. Donc, à la fin de mes études, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées et en informatique et j'ai aussi un master en finance et stratégie de Sciences Po Paris. Donc, à la suite de mes études, j'ai commencé dans le conseil en management au sein de Kirk Salmon et ensuite de PwC. Et donc, au bout de 6 ans de travail dans ces cabinets de conseil, je suis rentrée en Afrique au sein de la BAD, où j'ai eu la chance d'intégrer le programme des jeunes professionnels, qui est un programme en fait de leadership des jeunes du continent, logé au sein de la Banque africaine de développement. Et donc, c'est à l'issue de ce programme, il y a 1 an, que j'ai pris mon poste de Senior Investment Officer, donc en infrastructure, financement des infrastructures. Bravo Aïcha, donc en fait, c'est une promotion. Donc, toutes nos félicitations. Merci. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la BAD, la Banque africaine de développement? Alors, la Banque africaine de développement, pour, on va dire, essayer de la faire courte, c'est l'équivalent de la Banque mondiale, mais pour l'Afrique. Donc, en fait, c'est une institution internationale dont l'objectif est de financer les grands projets en fait, de développement en Afrique. D'accord. Ah, mais c'est super. On a l'impression que c'est un acteur du coup au cœur du développement, quoi. Et si quelqu'un veut vraiment se sentir utile pour le développement, ben, on a l'impression qu'il faut être à la BAD, quoi. Exact. Enfin, je dirais qu'effectivement, c'est un acteur clé dans le développement de notre continent. Après, évidemment, il y a d'autres moyens pour être acteur du développement au sein de notre continent, ça c'est sûr. Mais faire partie de cette institution, effectivement, est un moyen, comment dire, important, on va dire ça comme ça. Ok.
Et donc là, tu travailles à Abidjan et la BAD a des bureaux dans d'autres pays. Oui, alors la BAD a des bureaux dans les 54 pays africains. Ok. Ensuite, on a le siège qui est à Abidjan, mais on a aussi des sièges régionaux. Donc, par exemple, le siège de l'Afrique de l'Est est à Nairobi, celui de l'Afrique du Sud à Pretoria et celui de l'Afrique du Nord à Tunis. D'accord, ok. Et Et donc, l'Afrique centrale à Yaoundé. ah oui, bien sûr. Comment tu as fait alors, Aïcha, pour partant de la France? Donc, en fait, j'imagine que tu étais en poste peut-être chez PwC, PricewaterhouseCoopers. Et comment tu fais quand tu es en France pour postuler à la BAD? Quel est un peu le processus de recrutement? Et voilà, s'il y a des conseils que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient rejoindre la BAD. Ensuite, on parlera des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent tout simplement travailler en Afrique et se sentir plus utiles pour le développement. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est assez simple, hein. Je m'étais inscrite sur le site de la BAD qui permet en fait d'envoyer des notifications dès lors qu'il y a un poste un poste qui s'ouvre et dont l'annonce est postée sur le site. Donc j'avais juste comment dire, listé en fait le type de poste qui m'intéressait, dont notamment le programme des jeunes professionnels. Et dès que l'annonce était postée, en fait, j'ai été tout de suite mise au courant et j'ai postulé. Donc c'était aussi simple que ça. Après, pour aller plus loin, donc on va dire comment j'ai fait pour me retrouver recrutée. Je ne pourrais pas donner la réponse exacte vu que je n'ai pas eu l'opportunité de parler à ceux qui ont sélectionné mon CV. Parce que, bon, il faut savoir, on était plus de 8000 candidats. À la fin, on est 30 à être retenus dans ce programme-là, le programme des jeunes professionnels. Waouh! Et oui, Attends. 8000 candidats et à la fin 30. Wow, exactement. bravo. Donc, c'est 8000 candidats des 80 pays actionnaires de la BAD, parce qu'il faut savoir qu'il y a les 54 pays africains donc, qui possèdent 60% de l'actionnariat de la BAD et donc 26 autres pays non africains qui possèdent les 40% restants. Donc, le programme est ouvert donc, à des jeunes de moins de 32 ans venant de ces 80 pays-là. Et donc, voilà, on était plus de 8000 à candidater. Et au final, 60 à pouvoir passer les entretiens et à la fin, 30 à être pris. Après, bon, pourquoi moi et pas un autre, hein, j'ai envie de te dire, en tout cas, les éléments qui me viennent en tête tout de suite seraient peut-être, parce que bon, je sais que moi, particulièrement, au-delà de comment dire, de mes études et peut-être, on va dire, des entreprises dans lesquelles je suis partie. J'ai vraiment essayé, dès le début de ma carrière, d'avoir des missions en Afrique, par exemple, parce que j'ai toujours su que j'allais rentrer et je me suis positionnée donc déjà parce que j'avais envie de connaître un peu plus mon continent, mais aussi parce que je voulais renforcer mon CV pour le jour où j'aurais l'opportunité de rentrer sur le continent. Donc, je sais que mon CV avait quand même plutôt pas mal comment dire, de lignes avec des expériences africaines. Et aussi, à côté, j'étais assez active dans plusieurs associations. Je le suis toujours, hein, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'est des associations basées à Paris dont l'objectif était de promouvoir ce qui se passait sur le continent ou de parler du développement en Afrique. Donc, je me dis peut-être c'est ça aussi qui a pu faire la différence à un moment donné avec d'autres CV assez similaires ou bien de prime abord. Ok. Bon, c'est pas pour faire de la publicité, mais tu peux nous en dire plus sur les associations en question. Ça intéresse certains auditeurs. Alors, les associations, bon, déjà, quand j'étais à Sciences Po, j'étais vice-présidente de l'association Sciences Po pour l'Afrique, donc l'ASPA, Ah qui est oui. quand même, je pense, assez connue sur la place parisienne et qui fait pas mal de choses. Ensuite, après l'ASPA, j'ai été membre de Oser l'Afrique.
Et j'étais aussi membre d'une association camerounaise qui s'appelait CAP 237 et via laquelle, en fait, on a organisé plusieurs événements, dont un où j'étais chef de projet et dont l'objectif était la promotion, en fait, de la culture camerounaise et de l'histoire camerounaise durant tout un week-end je crois qu'on avait accueilli à l'époque de mémoire à peu près une centaine de jeunes Camerounais qui sont venus et avec qui on a pu échanger sur le cinéma camerounais, sur des artistes camerounais de manière plus globale. Et c'était vraiment très riche. Ok, Voilà. c'est super, Aïcha. Donc, en fait, le premier conseil que tu donnes aux gens, c'est un peu d'anticiper les choses. Si on est vraiment passionné pour l'Afrique, ça se verra dans nos activités associatives, etc. Après, est-ce qu'il y avait également un volet technique? Est-ce qu'il y avait des tests techniques ou pas dans le processus de recrutement? Alors, non, parce qu'en fait, le programme des jeunes professionnels, l'objectif, c'est vraiment de prendre des personnes qui ont pu démontrer dans le passé un certain leadership. OK. Donc, c'est des personnes qui ont un parcours, entre guillemets, excellent et qui ont pu démontrer un certain leadership. Donc, c'est vraiment tous les profils qui se retrouvent sélectionnés dans ce programme. Ça part des auditeurs, avocats, consultants, anciens consultants comme moi. Enfin, il y a vraiment tous les profils imaginables. Et honnêtement, moi, pour l'entretien, c'était vraiment des questions axées sur le leadership et sur ce que j'ai pu faire, comment j'ai pu démontrer donc ce leadership à travers ma vie professionnelle, mais aussi associative, parce que j'ai eu du coup l'opportunité de parler de ce que j'ai pu faire avec mes associations. Ok, c'est super, Aïcha. Alors, concrètement, comment on s'imagine que peut-être c'est difficile de démarrer sa carrière dans un contexte européen où on pense souvent que les choses sont peut-être carrées, voilà, avec des processus déjà définis, etc. Enfin, tout ça, c'est des a priori, hein. Je compte sur toi pour les lever. Enfin, ça dépend. En tout cas, parle-nous de ton expérience. Bref, la question, c'est comment se fait la transition entre le travail ici, en Europe, et le travail dans un pays africain, dans un contexte de développement, à la BAD, bien sûr, ou même ailleurs. Comment se fait la transition? Alors, très bonne question. Je mets quand même un petit disclaimer. Moi, le fait de travailler à la BAD n'est pas forcément représentatif d'une entreprise classique installée sur le continent africain. Parce que la BAD, comme je le disais tout à l'heure, c'est 80 pays. C'est un peu une tour de Babel, en fait. Donc, on se retrouve avec des gens qui viennent de partout, qui ont des expériences très diverses et des personnes particulièrement brillantes aussi. Donc, moi, j'aime bien dire souvent, j'ai jamais rencontré des personnes aussi brillantes que quand j'étais à la BAD, par exemple. Donc, Wow. les gens qui ont des PhD d'Oxford, je sais pas, je mets un truc en économie. Donc, voilà. Donc, la BAD, c'est quand même un environnement assez différent. Après, pour continuer dans ce sens-là, on va dire la chose qui m'a peut-être un peu sur le coup surprise, hein, c'était, et ça c'est vraiment propre à toute institution internationale, c'est le côté un peu plus procédural qu'on y retrouve comparé à une entreprise normale en fait. Mais ça c'est vrai que ça soit en France ou ici en Afrique, les entreprises sont beaucoup plus je dirais straightforward. Je suis désolée, hein, je fais de l'anglicisme, mais Non, mais on aime sont bien, tu beaucoup sais, plus pragmatiques. on aime bien les anglicismes ici. Vas-y. Donc voilà, donc c'est un peu ça la différence, mais ça c'est vraiment lié plutôt au côté institution internationale plus qu'au côté Afrique. Après, pour avoir fait des missions dans des entreprises en Afrique, venant à l'époque que ce soit de Kurt Salmon ou de PwC, la différence que j'ai pu voir, c'est peut-être on dirait, enfin, j'ai pas envie de dire peut-être niveau de professionnalisme, mais oui, enfin, je pense qu'à un moment donné, malheureusement, il faut le dire. Disons que plus on monte
plus on monte dans la hiérarchie, plus les personnes, en fait, seront très professionnelles ou comme les personnes avec qui on peut travailler au day to day, enfin, tous les jours en France ou dans un autre pays occidental. Mais plus on descend, en fait, au bas de l'échelle, plus, en fait, ça peut être très compliqué et on peut être poussé à faire du micromanagement, en fait, des fois. Et c'est peut-être ça qui peut être... comment dire, de prime abord, un peu plus compliqué à gérer quand on revient d'un pays occidental où tout est, on va dire, les gens vont plus facilement faire ce qu'ils doivent faire. Voilà, c'est tout ça. Alors que quand on revient, moi, je sais qu'en mission, j'ai eu ça, c'est que j'étais beaucoup plus dans le micromanagement, en fait. Et donc voilà, il faut juste en être conscient et pouvoir faire avec. Cette difficulté que tu soulignes, elle n'est pas rédhibitoire, quoi. Enfin, est-ce que tu as un conseil à donner quand même à ceux qui y vont et qui peut-être sur le coup seront surpris? Bon, après, je ne sais pas si toi tu as été surprise ou tu étais un peu préparée. Alors, on va dire que j'ai plusieurs conseils. Moi, en fait, le fait d'avoir pu aller travailler sur le continent, sous un format de mission, dès le début de ma carrière, en fait, m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis, en fait, de voir les réalités locales très rapidement et de savoir aussi si je pouvais m'épanouir dans un contexte pareil ou pas. Donc, c'est vrai que si on a l'opportunité de pouvoir travailler sur le continent, il ne faut pas hésiter, en fait. Et aussi de choisir les entreprises qui peuvent vous permettre de le faire. Parce que moi, je sais que ça arrivé. Par exemple, à l'époque, quand j'ai décidé de travailler pour PwC, j'avais une autre offre pour EY qui me proposait 10% de plus en termes de salaire. Et j'ai choisi d'aller chez PwC parce que l'associé m'avait promis des missions en Afrique. Donc, ça fait partie, en fait, comment dire, de la stratégie à avoir. C'est-à-dire, si on veut rentrer, c'est aussi quelque chose, je pense, surtout pour les plus jeunes, qu'il faut essayer de maturer, de voir quelle est la stratégie que je mets en place pour arriver à mon objectif, à savoir rentrer sur le continent dans les meilleures conditions. Et quand je dis meilleures conditions, tout le monde pensera aux conditions financières, mais moi, je mets d'abord en avant les conditions psychologiques, en fait. Il faut être prêt mentalement, et parce que c'est deux vies totalement différentes, avec chacune a ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut être prêt à gérer les inconvénients de l'Afrique, sachant que bon, les inconvénients de l'Occident, généralement, eux, réussissent à être géré en Afrique et transformé en avantage. Donc, il faut vraiment voir ça. Donc, ça, ce serait peut-être mon premier conseil. Ensuite, essayer aussi voilà, donc je parlais d'avantages, d'inconvénients, d'essayer de voir, de parler avec des gens qui sont rentrés, de savoir qu'est-ce qui a pu être bien dans l'expérience d'un chacun et qu'est-ce qui a pu être moins bien. On n'a pas tous le même ressenti. Donc, moi, par exemple, je suis dans une association internationale, comme je disais tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'avantages d'être dans une association internationale. Ça, on ne va pas se le mentir. Il y a aussi des inconvénients, évidemment, par rapport au fait de travailler dans une entreprise du secteur privé classique. Donc, il faut être conscient de tout ça, il faut être conscient de ce que ça implique donc en termes d'avantages, d'inconvénients et de voir par rapport à son caractère. Donc, aussi se connaître, hein, si on est capable de faire l'impasse, entre guillemets, sur les côtés négatifs, parce que tout le monde n'est pas capable de faire du micromanagement, par exemple, sans se bousiller la santé. Par exemple, il y a des gens que je connais qui sont très contrôlants et ce sont ce type de personnes qui auront généralement plus de mal, en fait, parce que elles auront tendance du coup à mettre énormément d'énergie à vouloir tout contrôler parce que justement elles auront l'impression que rien n'est fait comme elles le souhaiteraient. Donc elles auront tendance oui, à bousiller leur santé parce que il faut tout contrôler, il faut être sûr que tout soit fait et en fait on se retrouve à travailler. Et ça, j'ai souvent entendu ça, beaucoup plus que quand on était de l'autre côté. Donc, 12 heures, 14, 16 heures par jour, juste parce qu'en fait, on fait le travail de plusieurs personnes, le sien et voilà, les gens de son équipe. Donc, c'est aussi ça. Donc, il faut savoir appréhender ça et choisir aussi comment on fait pour rentrer. Parce que, comme je l'ai dit, rentrer dans une association internationale n'est pas la même chose que rentrer
dans une entreprise du secteur privé telle que les grands mastodontes, à savoir, je donne des noms, je ne vais pas faire de pub, mais par exemple, Société Générale, Orange, qui sont quand même des entreprises, entre guillemets, qui ont pignon sur rue, qui ont des process beaucoup plus installés, où les choses sont quand même beaucoup plus carrées que dans leur entrée, travailler pour une entreprise, on va dire, une PME locale. Donc, c'est quand même pas la même expérience pour les trois. Et on peut s'épanouir énormément comme on peut avoir, aussi bien pour l'institution internationale que la PME locale, hein, comme on peut avoir des expériences malheureuses parce que malheureusement, cet environnement-là ne correspondait pas à votre caractère. Wow, ok. Noté, j'espère que vous prenez des notes aussi chez vous. Bon, du coup, on a une petite idée un petit peu de l'ambiance, mais est-ce que tu peux nous en dire davantage aussi sur l'ambiance de travail avec des collègues, les managers, Bon, tu nous as donné un petit aperçu, mais s'il y a autre chose à rajouter, vas-y, en fait, pour que chacun puisse se faire une idée plus précise, en fait, de l'environnement de travail. Et puis après, tu nous diras aussi, parce qu'on a parlé des contraintes, mais peut-être plus des avantages, en fait, s'il y en a, en dehors du fait de se sentir utile concrètement. Sinon, n'hésite pas à souligner des avantages aussi. Donc voilà, ambiance de travail et puis avantages. Alors, ambiance de travail, en tout cas en ce qui me concerne, ces 3 dernières années ont été vraiment très belles parce que j'ai pu rencontrer des personnes de tous les pays, en fait, comme je disais, africains, ce que je trouve quand même très, très enrichissant. J'ai découvert littéralement des cultures de pays juste en ayant comme amis des personnes venant de ce pays-là, des collègues qui sont devenus des amis par la suite. Donc, je trouve que c'est très enrichissant de travailler dans un environnement tel que celui d'une institution internationale. Ensuite, je mettrais quand même comment dire, un bémol, hein, si je peux dire ça comme ça, sur peut-être la partie hiérarchie. Mais ça, c'est vrai, je pense, de manière générale en Afrique, parce que c'est vrai en Afrique et c'est vrai dans des environnements un peu comme une institution internationale qui a mis chemin finalement entre l'administration et le secteur privé. C'est-à-dire, il y a quand même un accent fort qui est mis sur la hiérarchie, en fait. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, à la BAD, les personnes les plus haut gradées, donc il y a le président, il y a les vice-présidents. Et exemple tout bête, hein, le vice-président, on va l'appeler VP. On va l'appeler VP tel. Le directeur qui est le grade en dessous, on va l'appeler directeur tel. Et moi, je sais qu'au début, ça me choquait un peu parce que moi, mon associé, quand j'étais en conseil, je l'appelais par son prénom et je le tutoyais. Donc, donc on arrive et donc je vois un nom VP et il y a beaucoup plus de, comment dire, d'atalakou en fait. Donc, il faut vraiment beaucoup plus faire gaffe et tout ça. Donc, je me rappelle qu'au début, ce n'était pas forcément évident parce que je venais d'un environnement où le respect, en fait, comment dire, réussissait à être présent sans avoir à passer par les atalakou et les messieurs et les ci et les ça. Donc, c'était peut-être le petit côté qui, personnellement, j'ai dû m'adapter, en fait. J'ai dû m'adapter. Ensuite, pour la deuxième partie de question, c'était, ah oui, les avantages. Oui, effectivement, à part cet avantage principal, hein, qui est de pouvoir être dans le cœur du développement du continent, avec ce que ça implique, à savoir pouvoir faire des missions dans plusieurs pays d'Afrique qui sont axés sur le développement. Donc moi, bon, avant Covid, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir découvrir des pays grâce à mon métier. Et en plus, quand j'y allais, c'était pour faire des choses impactantes pour ce pays-là. Donc ça, pour moi, c'était ultra enrichissant. En plus de cela, bon, là, je vais parler de manière très, 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 très pratique. Évidemment, enfin, travailler pour une institution internationale, côté financier, ça, c'est sûr, c'est quand même très, très bien, on va dire, tout simplement. Donc, les salaires, en fait, sont au niveau international et ils le font exprès, en fait, parce qu'ils veulent attirer les meilleurs talents du monde entier.
au monde entier, enfin, signifiant les 80 pays contributeurs en fait de la BAD. Donc, il y a les avantages financiers sont quand même assez intéressants. Donc, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau d'autres avantages, type prise en charge des études des enfants, en tout cas à 80%, que ce soit, par exemple, remboursement des frais de retour dans ton pays d'origine tous les 2 ans. On n'a pas d'impôt à payer. Donc, mon salaire, en fait, c'est le salaire net directement. Voilà, je pense que c'est tout ce qui me vient à l'idée là, à l'esprit. Mais c'est déjà très bien, en fait. Pour beaucoup, c'est pas juste suffisant déjà, en fait, comme avantage. Avantage pécuniaire. OK. Bon, en plus de l'utilité hein, pour son continent. Bien sûr, non, c'est le plus important, je pense. Donc, en plus de cela, l'avantage, effectivement, c'est de pouvoir le faire, entre guillemets, dans les meilleures conditions. Disons ça comme ça. Au soleil. Du coup, Aïcha, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais eu une promotion, donc tu es passé Senior Investment Officer. Est-ce qu'il y a des règles d'évolution particulières qu'il faudrait savoir déjà pour un futur, pour un candidat, par exemple, qui nous regarde et qui se demande s'il peut se projeter à long terme pour évoluer de manière hiérarchique, devenir VP dont tu as parlé, ensuite grimper, etc. Est-ce qu'il y a des règles ou c'est comme en France, finalement, c'est un peu de relationnel aussi, un peu de voilà, bien se faire voir. Dis-nous, est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises africaines, notamment au sein de la BAD, est-ce que les compétences permettent à chacun de se vraiment projeter à long terme en matière d'évolution hiérarchique ou alors le côté subjectif est quand même assez prépondérant et peut parfois surpasser de très loin les compétences techniques. Voilà, Alors, les règles d'évolution. question difficile, hein? Non, mais moi, je pense que honnêtement, ne serait-ce que par la nature de l'être humain, c'est vrai partout, en fait, dans le monde entier. Les promotions seront toujours dépendantes aussi bien, d'une part, effectivement, des compétences techniques, mais aussi, en fait, de ton relationnel. Après, je suis d'accord avec toi, ça change, on va dire, la proportion change peut-être d'un continent à un autre, ou on va dire d'une société à une autre, ou d'un poste à un autre aussi, hein, parce que je pense qu'il y a de tout, même au sein d'une même entreprise. Mais je pense que les règles restent les mêmes, en fait, sur ce point de vue-là. Après, pour revenir à la BAD, il y a juste une petite subtilité. À la BAD, il n'y a pas de promotion. Donc, c'est assez particulier. Moi, mon programme ça fait partie du contrat. C'est-à-dire, si on valide le programme, à la fin, avec validation du diplôme, parce qu'on passe un diplôme, une certification, en fait, en gouvernance et en développement. Donc, si on passe cette certification et si durant toutes les rotations qu'on a pu faire au sein du département, on a eu des bonnes notes, donc on peut avoir le grade supérieur. Mais c'est vraiment unique au programme. C'est-à-dire, à la base, pour changer de grade, il faut postuler. Donc, il n'y a pas de promotion. Donc, il faut attendre qu'il y ait un poste du grade supérieur qui s'ouvre, hein, que ce soit dans ton département ou dans un autre département si tu veux changer de département. Et là, postuler, et tu postules au même titre que tous les autres collègues et les personnes à l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment la subtilité de la BAD. Et ça, il faut le savoir, à savoir que bon, ça peut être, on va dire, un peu plus compliqué de progresser. Mais il y a quand même pas mal de cas de personnes qui ont réussi à progresser, à avoir tous les 2-3 ans des changements de grade et à progresser jusqu'à arriver à des niveaux très, très élevés. Donc, ça existe et il faut juste… moi, je pense qu'avec beaucoup de travail et évidemment une dose de relationnel et de dynamisme, parce qu'il faut pas hésiter à changer
aller chercher en fait ces postes ouverts et à peut-être changer à un moment donné de là où on était pour aller faire quelque chose de peut-être similaire ou aller découvrir d'autres postes avant de revenir à son domaine d'expertise. Mm. Ok, ça marche. Aïcha, la question suivante. Est-ce que tu peux, bah, c'est pas vraiment une question, hein. Fais-nous rêver un petit peu. J'avoue que tu y arrives déjà très bien depuis le début de la vidéo, mais bon, terminons de rêver. Parle-nous un petit peu d'une journée typique. Voilà. Quand là, à Abidjan, pour aller travailler à la BAD, à quelle heure tu dois voilà, arriver au travail, et puis quand tu arrives au travail, voilà, comment ça se passe, tu ouvres tes dossiers, voilà, tu as des réunions avec des collègues sur tel sujet, je sais pas, des conférences, etc. Ensuite, à midi, est-ce que vous déjeunez ensemble? Voilà, et puis l'après-midi. Quels sont les horaires? Vous terminez à quelle heure? Dis-nous tout. Alors, en ce moment, on est en télétravail hein, depuis le début du Covid. Donc, mes journées type, c'est vraiment dans mon salon, comme à l'heure actuelle, devant mon écran d'ordinateur. Donc, vraiment rien de très glamour. Mais si je dois revenir en arrière, ma journée type, elle était comment? Bon, j'arrivais généralement vers 8h30, 8h30, 9h. J'ai beaucoup de collègues qui arrivaient beaucoup plus tôt parce que généralement, je veux dire en Afrique, on a tendance à commencer plus tôt, mais aussi par rapport aux embouteillages et tout ça, il y en a qui préfèrent arriver plus tôt et partir plus tôt. Donc moi, en tout cas, j'arrivais à 8h30, 9h. Je faisais un peu comme à l'époque à Paris, hein, c'est-à-dire je prenais mon petit cappuccino parce que j'adore les cappuccinos. Si je voyais un collègue dans notre cafétéria, parce qu'on a une grande cafétéria dans notre immeuble principal à la BAD, donc on pouvait discuter rapidement. Ensuite, je remonte, j'ouvre mes mails, je vais à des réunions. Entre midi et deux, souvent on peut aller à l'extérieur, essayer un nouveau restaurant. Bon, à Abidjan, il y a toujours des nouveaux restaurants qui ouvrent. Donc, il y a toujours des choses à essayer avec tel ou tel collègue. Et ensuite, après cette pause déjeuner, revenir, continuer des réunions, envoyer des mails, préparer une mission, parce qu'on part souvent en mission. C'est vraiment une part inhérente de notre travail. C'est qu'on est beaucoup en déplacement. Donc, les déplacements, c'est toujours bon, pour aller évaluer des projets sur lesquels on souhaite investir ou des projets oui, sur lesquels on a déjà investi. Donc souvent aussi, il y a des préparations de missions qu'il faut faire. Après, il y a aussi une part de conférences. Donc, c'est vrai que depuis que je suis rentrée, j'ai quand même assisté à pas mal de conférences. On peut aussi avoir une journée conférence, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, généralement, c'est tel que je l'ai décrit. Et après, au niveau de la fin de la journée, là, franchement, ça dépend. Hein. Là, honnêtement, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Moi, personnellement, généralement, je finissais vers 19h. Donc, 18-19h, je dirais. Donc, ça dépendait. Mais je sais que j'ai plein de collègues qui pouvaient finir beaucoup plus tard, comme d'autres aussi qui finissaient beaucoup plus tôt, en fait. Enfin, beaucoup plus tôt, à 17h. 17, 18h et tout. Donc, c'est vraiment assez hétérogène. Je trouve que c'est plutôt hétérogène par rapport à ce que je voyais en cabinet où généralement on avait plus ou moins tous le même type d'horaire. Je trouve que à la BAD, c'est quand même assez, le tout en fait, assez hétérogène en termes de façon de travailler et horaire aussi. Horaire. Voilà. D'accord, c'est hétérogène, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règles par rapport aux horaires, c'est ça? Vous êtes Non, si, il y a une règle. Alors, la règle, c'est je crois que c'est de 8h à 17h avec une heure de pause. Je pense que c'est ça la règle de mémoire. Hein. Je ne sais pas si c'est 7h, 17h ou non, 8h, 17h, je pense, avec une heure de pause. Donc ça, c'est la règle. Après bon, enfin, tout le monde fait comme il le souhaite. Et quand je parlais d'hétérogénéité, c'est que en fait, il y a beaucoup
comment dire, d'un département à l'autre ou d'un collègue à l'autre, il peut avoir beaucoup plus de travail que pas du tout. Enfin, je ne vais pas dire pas du tout, mais moins de travail. Donc, je trouve que c'est quand même c'est un environnement plus hétérogène que celui qu'on peut trouver. Là, je prends l'exemple de mon expérience en cabinet de conseil à Paris, où généralement, on était tous alignés sur l'heure à laquelle on rentrait, quoi, je trouve. Ok. Pour terminer, alors le mot de la fin. Je te demanderai 2 mots, enfin façon de parler, hein. Tu donneras tous les conseils que tu souhaites, mais à 2 catégories de personnes. D'abord, peut-être aux jeunes diplômés. Là, tu as déjà dit, il faut anticiper, il faut s'intéresser un peu à l'Afrique dans ses activités, etc. Voilà, si tu penses à d'autres conseils, n'hésite pas. Et donc, conseils aux jeunes diplômés et conseils à des professionnels déjà expérimentés qui hésitent à partir dans un pays africain, redémarrer à zéro. Ça fait bizarre de dire ça quand on est africain, pourtant, mais bon, ça peut donner ce sentiment-là à certaines personnes qui nous écoutent et qui hésitent à travailler, en fait, sur le continent africain. Alors, pour les jeunes diplômés, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vraiment pas hésiter à anticiper, en fait. C'est-à-dire, pour ceux qui savent déjà qu'ils veulent rentrer en Afrique, essayer de mettre en place une feuille de route pour, on va dire, atteindre cet objectif de la meilleure des manières possibles. Donc, essayer de voir dans quelle entreprise on peut travailler. J'irais même encore plus loin, hein, même au niveau de ses études. Parce que moi aussi, enfin, dans les études que j'ai pu faire et dans les métiers que j'ai pu prendre, je voulais un métier pratique. Par exemple, je n'allais pas aller faire de la finance de marché qui est beaucoup plus compliquée en termes d'opportunités à trouver en Afrique. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut anticiper. Si on veut vraiment, on sait déjà qu'on veut rentrer en Afrique, trouver des entreprises qui vont nous permettre de faire des missions en Afrique, voire même ensuite nous permettre d'avoir un transfert. Moi aussi, j'avais une offre aussi avec PwC pour venir travailler à Abidjan. Donc, privilégier ces entreprises-là. Autre chose, aller dans des salons métiers Afrique. Donc, commencer à discuter avec des gens, voir quelles sont les opportunités présentes. Et aussi, bon, moi, le côté associatif, c'était aussi parce que ça m'intéressait, mais c'était surtout ça d'ailleurs. Mais effectivement, je pense que ça a pu être un vrai point positif quand j'ai recherché du travail. Mais là, je pense que c'est aussi très lié au côté institution internationale. Je pense que dans le secteur privé, on va dire que ça touche un peu moins le fait d'avoir été actif dans une association. Mais je préconise quand même aux personnes, surtout si elles sont intéressées pour avoir de l'impact, pour échanger sur les problématiques africaines, de se rapprocher d'une association et de pouvoir déjà, du coup, avoir ce gain en termes de connaissances qui est pour moi indispensable, surtout quand on va entrer en Afrique. Et le plus derrière sera de rencontrer des gens et de pouvoir échanger en fait sur ces objectifs-là. Donc ça, c'est pour les jeunes, hein, les jeunes étudiants. Et pour les professionnels déjà aguerris et qui hésitent. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de parler avec ceux qui sont déjà entrés et essayer de voir quels sont les bons côtés et les inconvénients. De part et d'autre, hein, parce que c'est vrai qu'on est très focalisé sur les inconvénients à rentrer, enfin, je dis les inconvénients, oui, disons ça comme ça, à rentrer sur le continent. Mais des fois, on oublie que même, enfin, surtout en France, dans les pays occidentaux, il y a aussi pas mal d'inconvénients. Même si on y vit, enfin, ces personnes-là y vivent déjà, donc elles sont habituées, on va dire, à gérer les inconvénients. Mais c'est quand même des inconvénients qu'on va laisser et en rentrant en Afrique, on pourra avoir une vie meilleure, en fait, d'une certaine manière, et laisser ces inconvénients de côté. Donc, il faut vraiment faire la part des choses, voir aussi par rapport à son caractère, voir aussi par rapport au pays, hein, parce que tout le monde aussi ne veut pas forcément entrer dans son pays d'origine. Moi, par exemple, je suis camerounaise.
Euh, bon, moi, je voulais rentrer au Cameroun et peut-être qu'au final, je repartirai au Cameroun, mais je sais qu'il y a pas mal de Camerounais qui vont être peut-être plus réticents à rentrer au Cameroun parce que c'est vrai que, bon, voilà, euh, les choses sont peuvent être un peu plus corsées au Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire qui, en toute objectivité, peut avoir plus de facilité d'accueil. Et ça aussi, c'est lié à l'histoire, hein, parce que la Côte d'Ivoire, en fait, a cette histoire d'avoir accueilli beaucoup de leurs voisins ouest-africains et donc d'être, on va dire, habitués à l'arrivée d'étrangers et aussi des personnes qui viennent, enfin, des Ivoiriens qui sont allés à l'extérieur et qui reviennent. On va dire que c'est peut-être un peu plus simple. Donc, il faut voir. Après, rentrer dans son pays d'origine a tellement d'avantages aussi que malheureusement, moi, par exemple, je peux pas comment dire, y toucher, à savoir tout ce qui est famille, être proche de sa famille, être juste chez soi, hein, parce qu'à la fin de la journée, il y a ce sentiment d'être chez soi qui est juste incomparable. Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses, parler beaucoup à des personnes et à la fin, ne surtout pas avoir peur. Moi, je pense que la peur, en fait, freine énormément les gens à faire des pas qui peuvent vraiment changer leur vie, en fait. Donc, moi, j'ai des exemples de personnes ici que j'ai pu rencontrer à Abidjan qui me disaient, ah non, mais voilà, je ne voulais pas forcément venir, je suis venue parce que mon mari a eu une promotion ici enfin, ça peut être le contraire d'ailleurs, ma femme a eu une promotion et qui, en fait, au final, sont super, des personnes qui sont super heureuses de leur vie à Abidjan parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait être comme ça. Et donc voilà, donc des fois, il ne faut pas hésiter à juste sauter et, euh, et voir en fait. Après, on peut poser une année sabbatique, par exemple, en France et se dire, bon, je vais voir avec ce nouveau travail. Et puis, au pire des cas, si dans un an, ça ne marche pas, bah, je retournerai en France. Donc, mais je pense il faut sauter. Il faut sauter. Ça fait aussi partie de la vie, de prendre des risques de temps en temps et après, au moins, ça n'aura aucun regret. On a essayé, ça n'a pas marché. Bon, au moins, j'ai essayé. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que se dire à 40, 50, 60 ans, ah mince, c'est vrai que je voulais rentrer en Afrique, maintenant c'est trop tard. Et voilà, avoir cette petite boule au cœur parce qu'on n'a pas essayé, quoi. Mm. Voilà. Ok, très bon conseil, Aïcha. Un bon entendeur, salut. Bon, ben, merci pour ta disponibilité, Aïcha. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, sachant que tout ce que tu as déjà dit, ben, ce sera juste enrichissant en fait pour ceux qui sont intéressés et qui, voilà, qui ont besoin d'informations pour rentrer travailler en Afrique. Tu veux rajouter quelque chose ou je pense on a fait un petit peu le tour. Un conseil que je n'ai pas donné aussi, c'est ne pas attendre le contrat d'expat. Ça aussi, c'est une des erreurs. Pour beaucoup de personnes, c'est une sécurité en fait, le contrat d'expat. Exactement. Alors qu'on peut très bien vivre, enfin, je parle d'Abidjan, de Douala ou de Yaoundé, avec un certain type de salaire, quoi, qui ne sera pas celui de Paris, mais en même temps, tout est une question du niveau de vie. Et les gens oublient très souvent ça, c'est-à-dire, il y a plein de personnes qui seront dans une logique de OK, je veux bien rentrer, mais il faut que j'ai minimum le même salaire qu'on me donnait en France. Mais non, ce n'est pas le même niveau de vie. Donc, tu ne peux pas espérer le même salaire. Enfin, non. Donc, il y a ça, il y a de deux le fameux contrat d'expat. Et ça aussi, il faut comprendre que bah, il en existe de moins en moins parce que les entreprises, justement, elles cherchent à réduire ces contrats d'expat. Et puis, en toute objectivité aussi, c'est que je trouve que les gens qui viennent de l'étranger peuvent avoir un peu la grosse tête. C'est-à-dire ce côté de non, si je rentre, je veux qu'on me déroule le tapis rouge. Non, parce qu'il y en a plein qui ont le même profil et qui rentrent en fait. Ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Il y a plein de personnes qui rentrent. Moi, je vois surtout à Abidjan, parce qu'Abidjan, c'est vraiment une plaque tournante de ripat. Donc, il y en a vraiment beaucoup qui sont là. La concurrence est rude. Donc, oui, on peut avoir la chance de tomber sur une super belle opportunité. Mais je pense que si on a vraiment envie de rentrer, il faut vraiment essayer de se focaliser sur l'entreprise dans laquelle on peut grandir et derrière aussi un certain niveau de salaire. Donc, je ne dis pas qu'il faut rentrer
avec 200 000, enfin, je donne un exemple de francs CFA comme salaire. Mais il ne faut absolument pas se dire non, si j'ai si j'ai pas le même salaire, je rentre pas. Moi, je sais que j'étais prête à rentrer avec PwC à Abidjan et ils me proposaient pas du tout le même salaire que j'avais à Paris, en fait. Donc, mais j'avais déjà fait mes calculs parce que j'avais parlé à plein de personnes et je savais qu'avec ce salaire-là, je pouvais vivre bien. Mm. Voilà. Je pense que c'est un point important et c'est aussi un des points qui retarde le retour de pas mal de personnes. Parce qu'on est toujours à la recherche du bon, de la super opportunité et souvent même, on ne recherche pas tant que ça. Ça aussi, c'est un point que j'ai remarqué. C'est-à-dire, on parle. Mais quand on regarde vraiment, bah, finalement, qu'est-ce que tu as fait en fait pour avoir cette super opportunité? C'est là que, bah, écoute, de toute façon, même en Afrique, pour avoir un bon boulot, il faut connaître les gens. Mais concrètement, toi, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, je veux dire, en plus, maintenant, on a tellement d'outils. Enfin, honnêtement, moi, je me rappelle à l'époque, rien qu'aller sur LinkedIn, essayer de voir des personnes qui travaillent dans des gros groupes tels que ceux que j'ai énoncés là, donc Orange, Société Générale et j'en passe. On voit mon directeur RH, je ne sais pas, Orange, tu lui envoies un message sur LinkedIn et tu te présentes, etc. Je ne dis pas qu'elle va forcément ou il va forcément te répondre, mais au moins tu essayes. Moi, je sais que je réponds par exemple à plein de personnes qui m'écrivent directement sur LinkedIn par rapport à des informations sur la BAC. Donc voilà, donc, franchement, il ne faut pas hésiter, il faut essayer. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Les gens ont beaucoup d'a priori et au final restent dans leur canapé en se disant de toute façon ci, de toute façon ça. Mm. En tout cas, merci beaucoup. Merci Aïcha pour ta disponibilité sur la chaîne Pro Épanoui. N'hésitez pas à écrire en commentaire en fait ce que vous en pensez. Vraiment, on a hâte de lire vos réactions en commentaire. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à pro.épanoui@gmail.com. Et je vous dis à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo sur la chaîne Pro Épanoui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et puis voilà. Bon, Aïcha, j'avais envie de te poser une question, mais je pense que la réponse est oui. Je suppose que tu es épanouie dans ton travail aujourd'hui. Tu l'as dit. Tout à fait, je suis une pro épanouie. C'est super, c'est super. C'est super. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Lolita. Bye.